future experte en care management, qui s'appelle Marguerite. Fatou d'ailleurs se présentera parce qu'elle travaille avec moi sur le sujet. Et puis, alors que j'étais entrepreneur à 100%, je le suis restée à 20% en étant conférencière et en faisant des animations, comme on le fait aujourd'hui, pour BPI France. Et cette initiative BPI France, eh bien, je vais laisser la parole à Clément pour vous la présenter. Merci Frédéric. Je ne me rendais pas compte qu'on était déjà à la 32e édition, c'est assez impressionnant. Donc, on verra si on fait... On reste très très jeune. Exactement. Donc bravo déjà. Juste pour introduire rapidement, je me présente, Clément Damas, donc je suis responsable de projet développement durable et RSE au sein de l'équipe du même nom. Et j'ai en plus la chance, on va dire, de piloter le sujet de la mixité au sein de l'équipe avec ma collègue Stéphanie Hamon qui n'est pas là. Donc juste pour vous... Ah oui, avant tout, on est très très content et très heureux de recevoir Sandrine Charpentier de Mixity. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Désolé, je me perds un petit peu. Oui, alors l'entrepreneuriat féminin, c'est clé. C'est vraiment très stratégique pour nous. Et d'ailleurs, c'est l'un des 4 piliers de notre stratégie RSE, et ce depuis 2013. Donc les 4 piliers, c'est l'entrepreneuriat féminin, la TEE, transition écologique et énergétique, le management et la gouvernance des entreprises, et l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Alors qu'est-ce qu'on fait en matière d'entrepreneuriat féminin? Je vais dire qu'on a, on a quelques axes stratégiques pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, c'est une info que vous devez avoir, mais aujourd'hui, seulement 12% des PME et ETI de plus de 10 salariés en France sont dirigées par des femmes. Donc, on voit, ça nous aide à bien prendre la mesure du chemin qui nous reste à parcourir. Si je reprends ce que BPI France fait en matière de soutien pour l'entrepreneuriat féminin, je vais me concentrer sur 4 axes stratégiques. Un, déjà, on soutient l'entrepreneuriat féminin au travers de nos activités de financement et d'accompagnement. D'ailleurs, en 2022, je crois qu'on a accompagné plus de 65 000 femmes. Ça se traduit aussi dans nos activités d'investissement, dans lesquelles on a pour objectif d'augmenter la part des femmes au sein de nos équipes d'investissement, mais aussi au sein de nos portefeuilles, c'est-à-dire au sein des entreprises dans lesquelles on investit. Troisième axe stratégique, qui est moins drôle, mais c'est le réglementaire. Dans le cadre de la loi RIC-1, nous avons des objectifs spécifiques auprès de nos clients. Et donc avec Stéphanie Hamon, que j'ai évoqué, on est en train de mettre en place ou d'adapter nos process et nos outils justement pour se conformer à cette réglementation. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est un peu rébarbatif. Et enfin, le 4e axe stratégique que l'on a, c'est autour de la sensibilisation. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'on co-organise avec Frédéric ces Midi Entrepreneurs. Ce sont vraiment des rendez-vous très importants pour nous parce que ça donne l'occasion justement à un entrepreneur de partager sans filtre son expérience dans la création de son entreprise, ses succès, ses échecs. Et bien sûr, c'est vraiment un moment dédié à l'échange entre nous. Je tiens à remercier bien sûr Frédéric pour cet événement, toi pour ton témoignage, mais aussi toute l'équipe développement durable ici présente pour l'organisation. Et enfin, je vais terminer par un peu de pub. C'est la direction du Lab qui publie des études, qui a récemment publié une étude qui s'appelle « Dirigeantes et dirigeants de PME ETI, quelle différence ?» Donc une étude justement sur l'entrepreneuriat féminin, et je vous invite à la télécharger gratuitement sur le site du Lab. Donc, je vous remercie et bons échanges. Eh bien, merci Clément, mais avant de commencer notre échange avec Sandrine, vous êtes là aussi pour échanger, faire du réseau, parce que depuis qu'on organise les Midi Entrepreneurs, certains partenariats se sont noués entre les participants et les participantes. Et puis voilà, vous êtes là pour partager cette expérience entrepreneuriale,
pour écouter un parcours, pour vous inspirer, mais pour bénéficier de conseils. Et ce sont des conversations que vous pourrez continuer d'ailleurs entre vous. Alors on va faire un micro-tour de table. Alors quand je dis micro, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire un pitch très très long sur votre start-up si tant est que vous avez une entreprise à créer, mais au moins que vous vous présentiez, vous dites nom, prénom, et puis si vous avez un projet, quel est-il, ou ce que vous faites, et puis si c'est une entreprise, juste ce que vous faites. Mais voilà, très très court, 30 secondes maxi. Et on commence par une habituée. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. J'améliore, je m'appelle Nathalie Damas et j'améliore la prise de parole en public, la communication et le management RH pour les entrepreneurs et les cadres de société. Je donne la parole. Bonjour, moi je m'appelle Barry Fatou, je suis un master business développement entrepreneurial et donc je suis en alternance avec Frédéric Sentra qui est la directrice de Marguerite en tant que chargée de développement marketing stratégie commerciale. Je passe à la réponse. Bonjour, Laurence Jacques. J'ai un projet de reprise d'une start-up que j'ai développé depuis 5 ans en interne chez mon précédent employeur. Il s'appelle EcoExtract et qui vise à mettre sur le marché une alternative issue végétale, un affreux produit neurotoxique et pétrochimique qui pollue toute notre chaîne alimentaire, qui s'appelle l'Hexane. Voilà. Plus EcoExtract vidéo sur Internet. On est en plein dans la mixité et dans le développement durable. Alors. Voilà. Bonjour, moi c'est Aline Hervé. Je suis consultante formatrice dans le secteur de la formation, donc principalement, notamment dans les secteurs de l'assurance, le développement durable, plutôt les énergies renouvelables, pour être plus précis, et peut-être bientôt sur les retraites. Bonjour, je suis Françoise Estrada, donc moi je suis consultante e-commerce et marketing digital, et le nom de mon entreprise c'est Festazap Consulting. Bonjour, je suis Coraline, je suis coach en création de contenu sur les réseaux sociaux. J'aide particulièrement les entrepreneurs à se développer sur les réseaux sociaux, sur Internet, et mon agence s'appelle Luminia. Merci. Luminia. Bonjour, moi je m'appelle Coralie Leliveau, je suis salariée pour le moment, j'accompagne les élèves en situation de handicap et j'ai pour projet d'ouvrir une entreprise dans l'accompagnement de la femme, en périnatalité et dans le monde des naissances. Bonjour, Marina Mera, je suis consultante et coach et j'accompagne notamment les entrepreneurs sur quelque chose qu'ils aiment beaucoup en général, les chiffres, à établir leur business plan et leur business model, mais aussi avec des séances de coaching individuelles. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis gérante de société Mir Service qui on est dans le travaux, rénovation, intérieur, extérieur, charpente, mobilier et électricité, tout. On est sur le marché 6 ans, ça c'est une petite chose. On travaille bien et en bonne qualité. Simple et efficace. I'll speak English, so if you don't mind. My name is Dennis. I'm a founder of Fake Door. It's an immersive science education platform, and we help secondary school students learn and prepare for science exams in the UK using interactive 3D models. So the whole curriculum is based and gamified. Yeah, nice to meet you. Merci. Madame n'a pas eu l'occasion de se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rania Gadi. J'envisage de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais à moyen terme. Le projet n'est pas encore matché. Et actuellement salarié ou en Oui, je suis transition? salariée. Bonjour, Salah Mekata, je travaille au sein de la direction développement durable et RSE de BPI France. Bonjour, Christophe Ménigaud, également chez BPI France, responsable de projet ESG et RSE. Bonjour, Sherazade Benasser, donc je suis salariée en banque et là je suis en pleine création d'entreprise dans l'entrepreneuriat. Dans l'événementiel, pardon. Bonjour, Lydia, chargée de projet développement durable et RSE au sein de BPI France. Bonjour, Tessa Sarah, chargée de projet RSE chez BPI. Eh bien, merci. Alors maintenant, voilà, on va pouvoir... merci. Alors, on va pouvoir passer à toi, Sandrine. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de resituer la façon dont j'ai connu mes invités. Parce qu'effectivement, on va avoir une conversation assez fluide, sans filtre.
Alors Sandrine, nous on s'est rencontrés pour la première fois à Nantes, parce que je crois que je venais faire une conférence sur l'ambition, et on a eu l'occasion d'échanger en 2015-2016. Et puis on se suivait sur les réseaux, parce qu'on était quand même engagés sur des sujets assez communs. Et puis on s'est revus physiquement dans une soirée événementielle où tu étais à l'honneur parmi 40 femmes, puisque tu fais partie des 40 femmes Forbes françaises inspirantes et influentes de 2022. Donc et là, on s'est dit, voilà, j'avais été invitée parce que j'étais dans le palmarès de avant, et donc on avait eu l'occasion d'échanger, puis on s'est dit que c'était très opportun, justement, eu égard à ton parcours, de venir le partager dans les midis entrepreneurs. Parce que toi, au début, tu n'étais pas forcément câblé pour être entrepreneur. Alors, tu vas commencer par nous parler de ton parcours. Alors, quelles études? Merci déjà pour l'invitation et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, juste un petit point avant de commencer. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour échanger. C'est votre moment aussi. Donc, je serais ravie de répondre et d'interagir avec vous. Alors, mon parcours, ouais. Déjà, notre lien, je suis venue à toi pour la question de l'ambition. Et moi, ça m'a toujours parlé, l'ambition. Donc ça, c'est pas anodin. Mon parcours, il est quand même assez atypique puisque rien ne me prédisposait à être entrepreneur déjà. J'ai commencé mon parcours par des études de journaliste. Donc je n'étais pas du tout dans l'idée de un jour entreprendre, créer ma propre entreprise. J'étais passionnée par le pouvoir de l'information. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez passionnant de comprendre comment, avec l'information, on pouvait aussi avoir un impact sur le monde, sur des vies. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée au départ. Donc pas du tout dans une approche de créer mon entreprise, d'un jour piloter des équipes. On verra après sur le parcours qu'on peut donc du coup avoir des études qui n'amènent pas nécessairement à créer des plateformes dans la tech et être entrepreneur et devenir entrepreneur de la tech. Voilà, parce qu'en plus effectivement, je n'avais pas fait d'études tech. J'ai toujours été quand même assez intéressée par le numérique, l'informatique à l'époque, les NTIC, je crois qu'on disait ça. J'étais, je pense, la seule fille de ma classe à avoir un ordinateur quand j'avais 12 ou 13 ans. Déjà, c'était pas mal parce que à l'époque, l'ordinateur personnel n'était pas encore bien commun dans les foyers. Mais en tout cas, j'ai pas du tout fait d'études pour être développeuse, pour être dans des métiers tech. Et pourtant, je travaille dans la tech depuis pas mal d'années maintenant. Alors, les premiers jobs, c'était quoi? C'était tu étais dans la com? Oui, c'est ça, dans le journalisme, donc dans les médias, dans les agences de communication, dans les agences de relations publiques. Donc j'ai commencé mon parcours comme ça. Et puis j'ai aussi vraiment compris que à la fois l'information pouvait être un pouvoir, mais qu'avec les réseaux sociaux et avec les blogs, les individus qui pouvaient aussi de plus en plus être des providers, des créateurs de contenu, je me suis dit qu'il y avait aussi un pouvoir qui changeait un peu de dimension et qui permettait à chacun finalement de pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Et donc ça m'a vraiment passionnée de comprendre l'influence online, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai un peu bifurqué petit à petit vers le numérique. Alors tu avais bifurqué aussi dans un emploi salarié puisque tu as travaillé chez un des grands du numérique, chez Canon. Oui, voilà, je suis arrivée chez Canon un petit peu par hasard. Mais j'y ai découvert un monde aussi très intéressant parce que quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, qui a une culture bien particulière aussi, une entreprise japonaise, d'origine japonaise, avec une approche justement déjà très RSE. À une époque, on ne parlait pas de RSE. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là l'impact de la transformation numérique sur des entreprises. La transformation numérique était quand même un gros bouleversement, même pour des entreprises comme Canon, puisque moi je suis rentrée, on était dans l'argentique, la photo argentique, et on nous parlait des premiers appareils numériques
en nous disant c'est une révolution, vous allez la voir, ça va tout changer. Et nous on disait mais non, mais jamais, enfin, c'est un gadget, ça ne, voilà, ça ne marchera pas, etc. Et puis sur la partie des systèmes des solutions d'impression, enfin les photocopieurs, moi j'ai connu des photocopieurs dans les salles photocopie où on allait simplement faire des photocopies, et avec le fait de basculer sur le numérique, avec l'idée de dire maintenant on est dans des systèmes d'information, de documents connectés, partagés en réseau, etc., avec des entreprises et des équipes qui ont dû faire une vraie conduite du changement pour s'adapter à la transformation numérique. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, voilà, il y a la notion du numérique qui peut quand même impacter énormément des organisations, une façon de travailler, une façon de vivre. Et du coup, c'est ça, voilà, c'est mon côté un peu investigation. Mais tu étais dans la communication à ce moment-là, et tu voyais justement, tu devais faire la com externe, le lobbying, et tu étais complètement imprégné justement de tout cela. C'est ça, et je me suis dit que qu'il y avait un potentiel autour de cette approche de transformation numérique, que j'avais envie d'en savoir plus, et la curiosité a fait que je ne me suis pas mis de limite particulière en me disant oui mais numérique, moi quelle légitimité, je ne connais pas, je ne sais pas faire. Je me suis renseignée, j'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie d'agir, parce que je pense que l'envie d'agir, c'est ce qui fait l'ADN d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Cette envie d'agir, elle m'a permis de petit à petit basculer du journalisme, de la communication au digital, au numérique, à la tech. Petit à petit. Alors déjà, avant d'être vraiment dans ce domaine-là, tu as décidé de quitter ton job de salarié pour devenir déjà avoir une première expérience d'entrepreneuriat. Là, en plus, tu étais partie à Nantes, c'est ça? Oui, alors ça ne s'est pas passé tout à fait au même moment, mais j'ai quitté Canon, qui était une super entreprise, avec des moyens et des possibilités d'impacter très fort. En même temps, j'étais dans une organisation avec toute la, on va dire, la lourdeur d'une grande entreprise, et d'autant plus une entreprise japonaise qui avance avec des codes spécifiques. Et mon tempérament un peu impatient pour avancer, pour porter des projets, etc., faisait que j'étais assez frustrée en fait, et que je voulais avancer, je voulais avoir plus de liberté d'action, encore une fois, et donc j'ai profité d'une opportunité d'être portée par Canon pour lancer mon entreprise, et donc j'ai bénéficié d'un financement pour lancer mon entreprise, un petit financement, mais quand même, voilà, je me suis dit, finalement... Donc c'est-à-dire qu'en fait, parce que ça c'est important justement pour les porteurs et porteuses de projets entrepreneurs, tu avais donc un capital qui était donné, et tu pouvais, c'était comme une rupture conventionnelle, toi tu avais des revenus qui pouvaient être reversés chaque mois, et puis tu avais un capital. Alors j'avais pas forcément de revenus, mais en fait j'avais un apport qui permettait de créer son entreprise, d'avoir un système, ce qu'on appelle de l'essaimage, et qui permettait de bénéficier d'une petite somme pour se lancer et tester son expérience entrepreneuriale. Donc ça m'a permis d'avoir une première impulsion qui correspondait à quelques mois, on va dire, de visibilité pour lancer ma démarche. Et puis en plus, tu as quand même eu beaucoup de chance, parce que tu m'as dit que je crois que Canon a fait partie de tes premiers clients. Oui, voilà, c'était pas mal pour une première carte de visite pour commencer. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est quand même de trouver des clients quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est trouver des clients. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ça m'a aidé. Ça m'a permis finalement de me conforter, de me dire, oui, ça y est, c'est réel en fait. J'ai un client, j'ai déposé mon entreprise, et puis c'est parti quoi. Donc c'était aussi un encouragement, on va dire, pour la suite. Donc c'était une SARL, c'était SAS, qu'est-ce que tu avais choisi comme statut? C'était une EURL à l'époque quand j'ai fait cette entreprise-là. C'était en 2004, j'avais 24 ans, et voilà, ça m'a permis de lancer l'expérience. Oui, donc tu as démarré quand même tôt ton activité entrepreneuriale. Et là, tu as développé, tu avais des salariés. Oui, j'avais pas forcément de plan en fait. Je ne saurais peut-être pas le dire comme ça, mais j'avais pas forcément de plan tout fait. J'avais été accompagnée quand même par des entrepreneurs justement qui étaient bénévoles et dans les dispositifs
de ma ville, en fait, avec la possibilité d'être aidée pour construire un premier business plan, définir voilà, une première stratégie. Mais au fond de moi, je n'avais pas forcément un plan très arrêté sur ce que je voulais faire de mon entreprise. Je voulais être entrepreneur, je voulais créer, je voulais répondre à apporter une réponse à un problème que j'avais identifié qui était à cette période-là dans les relations publiques, l'influence online. Et voilà, j'y suis allée, je suis partie, je me suis lancée. Et j'ai petit à petit, de fil en aiguille, trouvé des clients complémentaires. Et là, je me suis dit, il faut que je recrute parce que je vais plus pouvoir faire tout ça tout seul. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Mais j'avais en fait j'avais peu d'expérience. J'avais pas un environnement d'entrepreneurs autour de moi. J'essayais de trouver des conseils, mais j'avais pas cette approche d'anticipation, de définir une vision, comme j'ai pu le faire pour mes autres expériences entrepreneuriales. Là, c'était vraiment un peu une découverte. Je sautais dans le grand bain et puis je nageais pour voir comment ça avance. Et donc après, tu décides de vendre ton entreprise, de la céder? Oui, alors pendant 10 ans, j'ai développé mon entreprise. Donc j'ai eu des équipes, on a développé, on a connu le quotidien d'entrepreneuriat, structuré, chercher des clients, apporter de l'expertise, gérer le développement, la trésorerie, la profitabilité de l'entreprise. Et puis, effectivement, au bout de 10 ans, j'avais envie aussi d'aller vers d'autres projets. Et donc, j'ai vendu mon entreprise à un grand groupe de relations publiques. Et donc, avec une idée derrière la tête de ce que tu allais faire après? Oui, en fait, j'avais envie de travailler davantage, de me connecter davantage à la question justement de l'entrepreneuriat tech, de numérique, la transformation numérique, parce que c'était aussi des sujets que j'avais vraiment envie d'explorer, sur lesquels je voulais vraiment intervenir, parce que cette notion de transformation, de changement, de conduite du changement, ça me paraissait très intéressant. Et encore une fois, je ne me mettais pas forcément de limite sur le fait que j'étais pas une pure tech, mais que avec la curiosité, je pouvais me former, je pouvais comprendre. Et donc ça m'a permis de faire mes premiers pas dans l'accompagnement à la transformation numérique. Donc j'ai créé une autre structure sur l'accompagnement des entreprises à leurs enjeux de transformation numérique. Au départ, en m'appuyant sur aussi un certain nombre de partenaires experts sur différents sujets et en jouant un peu le chef d'orchestre, la chef d'orchestre sur des enjeux des entreprises sur ces questions. Donc là, plutôt en mode consulting. Voilà, en mode consulting. Tu ne voulais plus nécessairement faire du management? Au départ, oui, je me suis dit qu'effectivement, après 10 ans de pilotage d'entreprise et de management, je me suis dit que je voudrais faire une pause aussi, parce que je trouve que le management, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'épanouissant, mais que ça prend aussi beaucoup d'énergie, ça nécessite aussi beaucoup d'attention, beaucoup de focus. Et je n'étais pas forcément dans l'envie de tout de suite repartir dans une organisation dimensionnée, donc j'avais besoin de reprendre un peu d'énergie, de repartir aussi sur un projet plus souple. Et donc là, je me suis plutôt appuyée sur des consultants avec lesquels j'ai travaillé en coordination sur des missions en fonction de leurs expertises. Et c'était super aussi parce que ça avait un côté d'agilité qui me permettait de répondre de façon assez précise en associant des compétences que je ne pouvais pas forcément créer dès le départ dans une structure ad hoc que j'aurais pu développer. Donc ça, c'était aussi une autre façon de travailler avec un écosystème d'acteurs, de les mobiliser, de créer une relation d'appartenance aussi dans un collectif, ce qui est encore un autre sujet, et du coup de proposer des services autour de ça. Mais le collectif, assez rapidement, tu es allé dans une autre forme de collectif avec l'incubation. Voilà, donc après, effectivement, alors dans tout ça, dans toute cette approche de transformation numérique, mon enjeu à moi et aussi ce qui me motivait et ma petite flamme intérieure, c'était aussi de dire je suis dans des environnements très, on va dire, homogènes dans les personnes avec qui j'interagis. Je voyais peu de femmes déjà dans tous les sujets, toutes les réunions, les événements que j'organisais, les prises de décision, j'avais peu de femmes autour de moi.
Et j'avais aussi beaucoup de personnes qui étaient un peu toujours les mêmes profils, venant des mêmes écoles, ayant fait les mêmes parcours, donc avec un environnement assez codifié. Et je me disais, mais c'est juste pas possible qu'on puisse pas avoir plus de femmes dans la tech, parce que moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est le fait de dire le numérique, le digital, la tech, c'est tellement important et c'est vraiment un enjeu tellement fort que c'est pas possible que les femmes ne puissent pas y contribuer, que différentes diversités puissent pas être représentées dans ce qui va construire le monde d'aujourd'hui et de demain, et quand même un pouvoir en soi énorme. Et donc j'avais aussi à côté de ça des engagements plutôt citoyens sur le fait d'encourager la mixité dans la tech, la diversité dans la tech, etc. Donc ça m'a toujours animée. Et donc j'ai rejoint un projet d'incubateur, de pilotage d'incubateur de start-up pour accompagner des porteurs et des porteuses de projets qui débutaient vraiment dans leur projet tech, et en même temps pour travailler fortement à ouvrir le secteur de la tech à des profils plus diversifiés. Donc là, tu étais associé de ce projet? Oui, alors là, j'ai rejoint un réseau d'incubateurs de start-up en tant qu'associé, et entre-temps, j'avais migré de Paris à Nantes, et donc j'ai ouvert un incubateur de start-up à Nantes où j'ai accompagné des projets, mais surtout veillé à ce qu'on ait une vraie diversité. Je pense qu'on a été l'incubateur avec le plus de mixité et de diversité qu'on pouvait trouver dans tout le réseau qui était présent dans différents. Concrètement, quand tu es associé, comment ça se passe? Tu prends des parts dans un incubateur? Parce que là, c'était aussi de l'entrepreneuriat. Concrètement, toi? Oui, j'avais quelques parts dans cet incubateur. Et là, tu choisissais justement de dire, tu en avais un peu assez d'être seule? Comment ça s'est... Qu'est-ce qui a animé ton choix? Oui, c'était plaisant. Ce qui a animé mon choix, c'est déjà l'impact d'accompagner des entrepreneurs qui créent un projet et qui le développent. Et puis le fait aussi de pouvoir justement travailler avec toute une équipe d'associés, de partenaires, de salariés, parce que du coup je gérais des équipes aussi en local. Et d'interagir et de créer aussi une vision, un projet qui me dépasse et qui dépasse le cadre de rester consultant, qui limite en fait, parce que c'est un choix, mais ça limite aussi le pouvoir d'impact. Quand on est 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait... Oui, c'est quelque chose qui doit intéresser, parce qu'on voit que parmi nos participants et participantes, il y a des personnes qui sont en entrepreneuriat solo, voilà, et c'est à quel moment on décide de s'associer ou non, d'avoir des salariés ou non. Ça, c'est la vraie question que les entrepreneurs se posent. Et, donc, voilà, alors, et après, donc, comment tu as décidé, justement, tu voyais toutes les startups et finalement ça te titillait, ça de... C'est ça, ouais, c'est ça. Forcément, ça m'a rattrapé. donc évidemment, en étant au plus près des entrepreneurs, des start-upers sur la création de projets, moi j'avais toujours avec 2 personnes, notamment mon associé Dominique, on est aujourd'hui 3 dans notre projet, 3 associés, et puis après toute une équipe, mais 3 associés fondateurs. On va rentrer en détail de voilà. Mais là ouais, ça me titillait, parce que j'avais quand même ce sujet de voir le manque de diversité, en tout cas le sujet, les enjeux de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Et en voyant des entrepreneurs de la tech travailler avec la data sur plein de sujets, résoudre plein de problèmes avec la data, je me suis dit, mais il faut qu'on arrive à résoudre le problème de l'inclusion dans notre pays et dans notre société et dans les entreprises avec la data. Il y a forcément un moyen de le faire. On ne peut pas attendre 300 ans que les femmes gagnent autant que les hommes, que les personnes avec différentes origines sociales ou ethniques puissent accéder aux mêmes chances, aux mêmes opportunités de carrière, etc. Voilà, qu'on ne puisse pas faire bouger les lignes plus vite. Et donc là, je me suis dit, non, il faut créer quelque chose, c'est pas possible. Parce que cette idée, bien souvent, justement, quand on voit la mixité, la diversité, on pense association, pas nécessairement entreprise. Donc à quel moment on se dit, il y a un levier? Parce que qui dit entreprise dit modèle économique. Donc voilà, donc là tu avais toujours des engagements associatifs et tu t'es dit, là je veux créer une entreprise
sur la tech. Alors voilà, comment on fait pour se dire je franchis le pas? Est-ce qu'on le fait seul? Parce que dès lors qu'on parle de tech, bah souvent on parle de développement. Toi, tu n'es pas développeuse. Raconte-nous vraiment les prémices, maintenant le concret, comment ça s'est passé. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi, voilà, on a créé une entreprise tech et j'ai pas les compétences. Bah, il faut trouver les compétences, il faut trouver les bons partenaires de jeu sur ce projet. Et donc, bah déjà, l'idée de se dire, voilà, de toute façon, quand on crée une entreprise, quand on a une ambition et qu'on veut emmener loin une entreprise, un projet avec des équipes, on doit accepter que de toute façon on ne saura pas tout faire et qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, et c'est tant mieux parce qu'il faut que aussi tout le monde puisse apporter sa vision à un projet, et donc il faut aller chercher les compétences, être assez clair sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. C'est pas grave, voilà, on ne maîtrise pas tout. On peut entreprendre sans tout maîtriser, sans être parfait, et voilà, et encore une fois c'est vraiment un message clé. Et donc après, une fois qu'on sait ce dont on a besoin et qu'on ne fait pas et qu'on ne sait pas faire, même si on s'y intéresse, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas curieux, on va chercher les compétences dont on a besoin. Et donc là, il faut se mettre en déjà, quête. tu parlais de ton associé, donc... Ouais, donc moi j'avais déjà une chance, c'est que j'avais une comment tu l'avais rencontré? Alors c'est oui, important. j'ai un storytelling. Comment tu as décidé d'avoir des associés? Parce que tu étais d'abord entrepreneur solo. À quel moment et comment on décide de lancer une entreprise avec des associés, et comment on choisit ses associés? Question clé pour les entrepreneurs. Oui, alors j'ai commencé par être entrepreneur solo et j'en ai bien souffert parce que pendant 10 ans, j'ai dirigé une boîte en me sentant très seule parce que j'avais mes équipes avec qui je pouvais parler de plein de choses, mais au final, la responsabilité, quand on est entrepreneur, on la porte. Il y a des sujets importants qui sont un peu par moment, même si on peut être dans une transparence de partage, etc., par moment, il y a des choses qu'on garde pour soi. Et ce poids-là, il n'est pas toujours facile, et c'est vraiment une expérience, moi, qui m'a beaucoup marquée. Et quand j'ai voulu recréer une entreprise avec un projet ambitieux, je me suis dit, jamais plus je travaillerai seule dans un projet. J'ai besoin de partager, j'ai besoin aussi d'être challengée, de se remettre en question. Quand on entreprend, on a plein de doutes. Même si on pense à l'extérieur, on nous voit et on se dit voilà, mais ça déroule, rien. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tous les jours, on se pose des tas de questions, on se demande si il faut faire ça comme ça. On rencontre des gens qui nous disent plein de choses, et voilà. Et donc, je me suis vraiment donné comme principe de travailler et de créer des projets avec des associés. Après, c'est pas facile de s'associer parce que c'est un des risques, un des premiers risques de difficultés dans les entreprises qui se développent, c'est effectivement d'avoir des mésententes entre associés fondateurs. Mais c'est aussi une des causes de succès, puisque voilà, en organisant les midis entrepreneurs, on s'est rendu compte que voilà, dès lors qu'il y a un minimum de croissance, il y a en général, je pense que dans les 32, il y a peut-être une personne qui avait fait ça, mais tout le monde a eu des associés. C'est très important. Le point, c'est de bien choisir. Alors comment on fait? Voilà, de bien choisir avec qui on s'associe. Alors comment on fait? Déjà, il faut savoir quelles sont les valeurs qu'on porte fortement et qui sont structurantes pour le projet, pour soi aussi, parce que on est des humains, et on ne s'oublie pas dans un projet entrepreneurial, c'est important aussi. Et donc de bien être au clair sur avec qui on veut travailler, quels sont les critères, et bon, chacun a ses méthodes, mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question. Faut parler aussi quand on est dans les discussions d'association, d'envisager les cas où ça peut aller mal. La relation à l'argent, la relation à l'ambition, la relation à la façon dont on va s'épanouir dans un projet, etc. Il faut prendre ce temps-là parce que c'est aussi déterminant. C'est presque comme un mariage, j'ai envie de dire, quand on travaille quand on s'engage avec des associés. En tout cas, c'est une alliance. C'est une alliance. Et cette alliance-là, il faut aussi s'assurer que
l'alchimie va se faire et qu'on va pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de cette alliance pour progresser. Et d'ailleurs, là, quand tu parles de ça, l'expérience aussi montre que on démarre bien avec les associés quand on a très bien préparé la fin potentielle. Exactement. Donc c'est la conclusion de tous et toutes. C'est ça, hyper important. Tout de suite se dire, voilà, dans les donc, pires des cas, les clauses, comment on sort, si ça va mal, qu'est-ce qui se passe, voilà, évoquer tous les sujets. Parce que aussi c'est là qu'on voit aussi les personnalités s'exprimer. Enfin, si on parle que de choses fun et positives, oui, alors c'est facile, mais c'est dans la difficulté qu'on se reconnaît vraiment et qu'on exprime un peu qui on est plus en profondeur. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et après, moi, le côté fun quand même de mon histoire, c'est que ma première cofondatrice, que j'ai rencontrée avant de créer Mix City, on a pu se connaître, on a pu faire tout ce travail de comment on arrive à créer de la valeur ensemble. Je l'ai rencontrée sur Twitter. Et mon deuxième associé, Jérôme Fortino, qui est un data scientist, on l'a rencontré sur LinkedIn. Bon, voilà. Donc je vous dis, il y a différentes façons de s'associer, de trouver des gens avec qui travailler. C'est rigolo, c'est un hasard, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait. Donc alors comment on fait pour rencontrer une associée sur Twitter? Quand tu dis ça, il faut que tu ailles un petit peu plus loin. Voilà, alors Dominique, elle est devenue mon associée, on travaillait déjà ensemble avant de créer Mix City. Mais on a appris à se connaître. Alors Dominique, je l'ai rencontré, c'est une personnalité de l'univers de la tech, enfin du numérique, on va dire, aussi de la défense des sujets autour de la mixité. Du sport aussi. Et du sport, puisque c'était la première femme directrice de la première femme directrice de la Fédération française de football, dans un bastion qui est quand même aussi particulier. Et donc Dominique, elle c'est une femme aussi de réseau, très dans les médias, l'influence, etc. Et en fait, je cherchais, moi, à un moment donné, quelqu'un qui pourrait intervenir dans une conférence et parler de sport, de numérique, de transformation digitale. Et donc, j'ai vu que Dominique parlait sur les réseaux sociaux de ce sujet-là. Je l'ai contacté, on a fait connaissance. Après, évidemment, on s'est retrouvés sur plein de valeurs. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, on a appris à se connaître et on a partagé des projets jusqu'à créer Mix City. Donc, on se connaissait déjà depuis 4 ans quand on a créé Mix City. Sans avoir des compétences extrêmement complémentaires. Vous étiez plutôt sur des sujets comparables. Alors Dominique, c'est une femme de réseau. Moi, je suis moins. C'est une compétence que je travaille, mais Dominique, c'est vraiment quelqu'un qui est très dans l'échange, la relation, la création de connexions, etc. Donc ça, c'est super aussi quand on crée une entreprise d'avoir ce type de profil. Après, on pouvait se retrouver sur une approche de marketing, de positionnement de projet. De mon côté, j'avais une expertise, on va dire, plus forte sur la gestion de projet, l'accompagnement d'innovation, etc. Donc on avait quand même nos complémentarités, mais notre principal besoin dans ce projet Mix City, c'était d'avoir la data science, l'approche de gestion, de management des données, et puis le développement web qu'on avait parlé. Oui, parce qu'initialement, en fait, c'était plutôt pour constituer une agence, une société de conseil sur ces sujets. Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'était vraiment dès le départ de créer une plateforme tech qui permette de mesurer et de piloter la diversité et l'inclusion des entreprises. Même quand vous aviez travaillé un petit peu avant, on avait un autre projet, oui, effectivement, qui était d'accompagnement à la transformation numérique dans ce collectif d'indépendants qu'on accompagnait. Mais quand on est parti sur Mix City, l'idée, c'était vraiment d'outiller les entreprises, de faire un peu un outil de bilan carbone, mais pour la diversité et l'inclusion. Et vous aviez mesuré qu'il y avait un besoin, et surtout un besoin solvable, parce que c'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a un marché. Oui, alors c'était, nous on avait cette idée folle de créer ce projet un peu surprenant, parce qu'effectivement la diversité et l'inclusion, c'est plus des enjeux qui sont perçus comme des enjeux sociétaux, portés et embarqués par les associations.
Et nous, on voulait faire un projet tech de start-up avec une approche scalable, etc. Mais avec une envie d'impacter, hein, de faire bouger les lignes dans les entreprises. Donc, on s'est dit, bon, on est passionné, on va le faire et on y croit. Nous, on était vraiment convaincus, mais on s'est dit quand même, on y croit, mais c'est pas ce qui fait une entreprise d'en y croire. Hein. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Et donc, on a pris une liste de 40 entreprises qui prenaient des engagements, qui étaient investis sur ces questions-là. On a fait un PowerPoint avec quelques slides, et puis on est allé rencontrer. On venait de nulle part, ils ne nous connaissaient pas. On les a contactés. On a contacté les RH, les équipes innovation, enfin direction, etc. Et on a dit voilà, on a un projet à vous présenter sur la diversité et l'inclusion. Donc on est venu avec notre PowerPoint et on a rencontré 40 entreprises qui nous ont regardé avec des yeux en disant mais qu'est-ce qu'elles nous font, elles sont d'où elles viennent, de quelle planète, c'est quoi ce projet? Alors on s'est pris toutes sortes de retours et en fait sur les 40 entreprises, il y en a 6 qui nous ont dit banco. Vous êtes tellement passionnés qu'on va vous donner cette chance de faire un pilote. Donc nous, ce qu'on voulait avec ces entreprises, c'est faire qu'elles payent notre pilote. Parce qu'on n'avait pas de quoi investir à part ça. C'est bien, c'est un bon conseil. C'est-à-dire plutôt que d'investir, être sûr d'avoir des clients et qu'ils financent justement le projet de développement. Ça, c'est à retenir aussi dans les projets tech, plutôt que d'investir énormément sur un truc qui finalement ne tient pas la route et sur lequel il n'y a pas de marché. C'est ça, c'est de se dire, allons éprouver. Alors, par contre, il faut mettre son ego de côté, accepter de tout entendre. Et puis, sur les 40 entreprises, on s'est pris 36 portes quand même. On s'est pris 36 non. On aurait pu s'arrêter. Enfin, après, ils n'ont pas tous dit non comme ça. Mais quand même, hein, on aurait pu s'arrêter. Face à l'adversité et au refus de nous entendre dans l'approche et non, on s'est dit on va au bout, on y va. Et puis on était à un moment donné, en fait on a eu un petit changement de posture nous-mêmes en tant que personne pour aller présenter notre projet. Au début on y allait, on présentait, etc. Bon, on avait une écoute, on ne pouvait pas nous dire ce que vous faites c'est nul, hein, la diversité et l'inclusion, on ne va pas vous dire voilà, c'est pas bien ou ça va pas. C'était oh bravo, vous êtes formidable, mais créez une association et puis voilà, revenez nous voir, on vous enverra la fondation et tout ça. Donc là, on était voilà, bon un peu. Et donc à un moment donné, on était, je sais pas, on avait fait peut-être 15-20 rendez-vous et avec Dominique, on était sur un banc, on sortait d'un rendez-vous qui s'était passé comme ça. Enfin voilà, faites une association, on en reparlera plus tard. On était sur un banc toutes les deux et on avait rendez-vous avec Orange. Et donc là, on se dit, il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'on fait, quoi. C'est pas possible qu'on ne nous écoute pas, il y a un truc qu'il faut changer. Et donc on s'est dit, mais en fait, ce qu'on fait jusqu'ici, c'est qu'on vient présenter notre projet. On vient vous présenter, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Vous êtes d'accord? Et donc on me disait, oui, vous êtes bien gentil, c'est formidable. Extraordinaire, vous êtes formidable, mais merci, au revoir. Et donc on s'est dit, non mais là, on va vendre. On n'est pas là pour présenter un projet, on est là pour vendre. Donc on va vendre, on sort de l'orange, on vend. Et donc on y va, mais alors les deux déterminés à fond, mais elles n'avaient pas le choix que d'acheter, quoi. Et donc on a vendu. Comment vous avez fait? Vous avez d'abord écouté? Alors on a écouté, mais en fait on s'est dit on va changer de posture, on va venir avec une approche où on est là pour vendre un service en fait. On n'est pas là pour valider un projet ou un concept. Et la différence, elle s'est faite simplement dans notre posture, dans notre façon de dire il faut que vous achetiez ça parce que vous en avez besoin en fait. Et donc on a écouté, on a évidemment fait tout ce travail, mais on a changé d'approche, quoi. On a vraiment, dans notre posture, on était déterminés. Il y a l'ambition, il y a la confiance en soi, il y a le fait de se dire oui, on est là pour trouver des clients, on n'est pas là pour être validé sur la légitimité de ce qu'on fait en fait. Et hop, on a eu notre première signature avec Orange qui nous a dit mais oui. Et donc on s'est dit on va continuer comme ça. Et puis après on en a fait. Et puis voilà. Et puis sur l'ensemble, on a trouvé 6 clients sur 40. Donc Orange, BPCE, ING, AXA, Allianz. Ah ouais, parce qu'une fois qu'on en avait un, en fait le plus dur c'est le premier. Le premier c'est toujours, on se
dit, qu'est-ce qu'on, même nous-mêmes, on se dit, on arrive, on va nous demander qui ça intéresse, qui avez-vous comme client? Alors, c'est pour dire alors on discute avec, mais pour l'instant, rien de très sérieux, voilà. Et quand on a eu le premier, les autres ont dit, ah bon, Orange, d'accord, on va regarder un peu plus près. Mais alors, dis-nous, là, vous avez eu le premier client, mais votre plateforme n'était pas encore faite, vous n'aviez pas encore tout ça, donc vous aviez cette idée, et vous aviez déjà un prix à donner, parce que dès lors qu'on vend, c'est, j'ai ça en contrepartie de ça. Oui, alors on s'était dit, on regardait un petit peu ce qui existait en termes de solutions sur le marché comparables. Alors évidemment, on n'avait pas de solution de mesure de la diversité et de l'inclusion, parce que là, on arrivait avec quelque chose qui n'existait pas. Mais on avait des solutions qui permettaient de faire des bilans ou des analyses RSE ou environnementales, etc. On regardait le positionnement prix. Et puis, on s'est dit, on ne va pas non plus venir avec un budget trop ambitieux. On va venir avec nous. On estime qu'on a besoin d'un premier niveau d'engagement financier pour faire notre MVP, notre première plateforme. Voilà, le minimum, la version bêta de ce qu'on voulait faire. On s'est dit, voilà, on va, en regard du marché et de ce dont on a besoin, on a fait un peu un mix des deux, on va proposer un abonnement. Après, dans l'équation, la seule donnée qui nous manquait, c'était combien d'entreprises allaient nous rejoindre. Parce que quand vous vendiez dans votre modèle, vous disiez quoi? Que ça allait coûter un petit montant par salarié? Vous alliez forfaitiser? On était parti sur un abonnement annuel en fonction de la taille de l'entreprise, donc avec des paliers et en tenant compte, encore une fois, du marché. Donc on n'était pas tant sur un modèle par salarié, on était plutôt sur des fourchettes PME, ETI, grand compte. Ok, et donc là, ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes lancé, donc la fluorophilique, sans avoir le produit. Parce que parfois, on entend sur les entrepreneurs, je dois d'abord avoir un truc qui existe, qui est bien, et ensuite je vends. Donc là, vous êtes parti avec vos PowerPoint, avec cette idée de ce que ça donnerait, sans avoir fait développer. Donc après, une fois qu'on a les clients, on vient développer, comme vous avez fait. Mais ils ont acheté un pilote. En fait, nous, on est venu les voir de façon très honnête aussi, en leur disant, voilà, notre projet, c'est ça. Est-ce que vous voulez en être? Ça va vous coûter tant pour qu'on puisse développer le pilote et vous pourrez communiquer en plus, vous allez dire vous êtes pionnier, vous êtes innovant, vous suivez un projet quand même qui a de l'avenir et donc c'est comme ça qu'on leur a vendu et on leur a dit vous allez aussi surtout nous aider à s'assurer que ce qu'on conçoit c'est une réalité pour les entreprises. Donc quand on est arrivé avec nos premiers référentiels d'évaluation, alors déjà comment on mesure la diversité et l'inclusion dans une entreprise, un terrain un peu en friche. Donc on est arrivé avec notre approche et ça nous a permis de partager directement avec les équipes chargées de ces sujets en interne dans ces différentes entreprises, de dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent manquer dans l'évaluation? Est-ce que c'est trop poussé? Est-ce que les données vous les avez? En fait, on a co-construit, on a prototypé ensemble et ça c'est une force parce que déjà ces acteurs-là, ils sont toujours à bord aujourd'hui, ils sont toujours là et ils ont une place privilégiée dans notre parcours parce que voilà, ils nous ont donné cette chance, ils ont prototypé avec nous, ils ont co-construit et ils ont une relation très particulière avec nous. Enfin, ils suivent toujours notre développement, ils sont engagés pour qu'on continue de se développer. Donc c'est une chance à tous les niveaux de faire comme ça, d'aller avec son idée tout de suite au contact de ses clients, de les embarquer, de les impliquer, même dans la construction de la réponse qu'on va apporter au marché en fait. Et donc nous on a toujours travaillé comme ça, parce qu'on se dit de toute façon déjà on doit faire de l'inclusion, donc sinon on ne s'applique pas les règles d'inclure nos parties prenantes dans ce qu'on fait. Bon, il y a quand même peut-être des questions à se poser. Donc on est dans un fonctionnement écosystème, on est allé voir les associations, on est allé voir les gouvernements, les institutions. Tout ça sans encore avoir fait le développement concret de la plateforme. Comme il nous fallait un référentiel qui permette de créer cet algorithme qui puisse scorer les entreprises, ce référentiel, ça a été le gros travail. Finalement, après de développer une plateforme avec un algo qui tourne à minima sur cette approche de scoring, c'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était de créer le référentiel et comment on collecte la donnée, comment on arrive à
voilà, aller chercher les données pour pouvoir produire ce résultat. Donc là, c'est ce que vous partagiez toutes les deux. Il n'y avait personne d'autre qui travaillait avec vous à ce Là, si, moment-là. en fait, nous, quand on s'est dit qu'il nous manquait quelqu'un, parce que si on faisait de la data, de l'analyse data, il fallait quand même qu'on ait un data scientist à minima dans le projet. Ça nous paraissait essentiel. Et donc, on s'est dit, comment on va faire? Donc, on a regardé un petit peu tous les labos qui travaillent sur la recherche et le développement, sur l'éthique de la donnée. Enfin, on voulait aussi beaucoup d'éthique dans notre projet. Et donc, on avait identifié un labo qui travaille avec des experts qui travaillaient sur ces sujets d'éthique de la donnée. Et donc, on a contacté ce labo avec une première personne avec qui on a échangé. Et puis, en regardant sur LinkedIn, on s'est rendu compte qu'un des data scientists qui travaillait dans ce labo était à Nantes. Et nous, on était à Nantes à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, prenons un café avec cette personne-là. On l'a contacté sur LinkedIn. Il est venu, on lui a parlé de notre projet. Et il a dit, c'est génial votre truc, mais moi, je veux en être. Donc, au départ, on lui a dit, non, au départ, tu vas nous aider à travailler, mais on ne te connaît pas. Et voilà. Et puis, là, on a appris à se connaître. On a fait tout cet exercice de savoir si on devait s'associer ensemble, comment on vivrait dans les bons moments, dans les moins bons moments. Et une fois qu'on était convaincus qu'effectivement, on pouvait développer ensemble ce projet, on a décidé de s'associer et là, de créer l'entreprise, parce qu'avant, on travaillait plus en expérimentation et en création du projet avant de lancer... déposer les statuts. Et d'ailleurs, petite pause là, sur justement l'aspect économique, mais pour vous, vous aviez chacune votre activité encore en parallèle de consultante, vous viviez sur vos économies. Comment ça se passe? Que le nerf de la guerre aussi, on a parlé des associés, mais est-ce qu'on met de l'argent et est-ce qu'on est payé ou pas payé? Comment vous vous êtes organisé à ce moment-là? C'est un vrai critère, un élément, un paramètre à prendre en compte évidemment dans un projet entrepreneurial. Alors, moi, j'ai peut-être un défaut, pas un défaut, mais un prisme start-up tech où, quand on est dans l'innovation, on n'a pas généralement un marché. Quand on est innovant, on crée quelque chose de nouveau. Généralement, on adresse un nouveau besoin. Donc, il faut accompagner aussi ce temps d'innovation avant de rentrer, de trouver notre marché et de créer ce besoin. Donc les temps sont longs, contrairement au fait de créer une entreprise plus, on va dire, traditionnelle, où il y a un marché et on vient et on peut tout de suite avoir des clients. Donc dans le secteur de la tech, des startups, souvent on met un temps avant de pouvoir vraiment commencer à trouver un équilibre de marché qui fait qu'on peut se rémunérer. Donc moi j'avais déjà des activités, j'avais une entreprise de conseil consulting aussi, et puis je travaillais aussi pour Incubator, donc j'avais déjà des projets en cours qui me permettaient d'avoir une sécurité financière. Voilà, donc tu n'étais pas 100% sur ce projet, tu avais gardé des choses, une activité qui te permettait de te rémunérer. Exactement, mais quand on a créé l'entreprise, j'ai arrêté toutes les autres activités, et à partir de là, pendant 2 ans, je ne me suis pas rémunérée. Donc j'avais quand même... Et sachant que comme tu étais entrepreneur, est-ce que tu avais Pôle emploi peut-être? Non, j'avais pas Pôle emploi. Ouais, c'était sur mes voilà. Pôle emploi étant aussi un acteur de l'investissement. Pour moi, c'est un des financeurs aussi de projets dans l'entrepreneuriat, puisque justement, on peut aussi, en France, avoir cette chance de créer son entreprise et de continuer de percevoir, en tout cas, de l'argent pour vivre au quotidien. Donc voilà, et pour tes associés, c'était pareil, c'était une prise de risque ou Oui, pour mes associés, c'était pas forcément non plus une prise de risque très forte, parce qu'ils avaient aussi par ailleurs des moyens de vivre au quotidien. Et donc alors après, comment vous êtes répartis? Vous êtes à 3? Oui, alors après on était à 3, donc Jérôme était plus sur l'approche, la stratégie data, la stratégie tech du projet, et puis très vite on a dû recruter notre premier développeur. Donc cette activité-là, il y a combien de pourcents à peu près? Alors Jérôme, il n'était pas à plein temps sur le projet, il était, on va dire, à 40% sur le projet. Et dans le capital sur les 3, vous avez fait quoi? Du 33-33, du 50? Non, alors, le projet, sur la partie opérationnelle, c'est beaucoup moi qui était amené à développer les
développer le projet. Donc j'ai souhaité avoir la majorité des parts. Et ensuite, Dominique et Jérôme se sont répartis les parts en fonction de leur investissement et de leur contribution au projet. Donc Dominique avait plus de 25% des parts et Jérôme un peu moins. Ok, et puis et en mettant, du coup, chacun avait de l'argent Chacun a mis de l'argent pour voilà, déposer aussi, créer l'entreprise, donc avec un capital de 25 000 €. Donc on a mis tous un petit peu, on va dire. Et puis après, on a aussi apporté un petit peu de fonds pour le premier développement, notamment le recrutement de notre premier développeur qui est arrivé très vite dans le projet et qui était aussi un besoin essentiel parce que Jérôme avait plus une approche de data science, mais pas forcément de développement web au quotidien avec l'enjeu de notre plateforme qui était sur un langage spécifique. Alors on a bien compris qu'au niveau du modèle économique, il y avait des entreprises qui ont participé financièrement au projet. Oui. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres financeurs au moment du lancement? Oui, on est chez BPI, donc évidemment, on a eu aussi la chance d'être lauréat de la bourse French Tech, pour pouvoir aussi bénéficier d'une subvention qui nous a permis d'accompagner nos premiers financements, nos premiers investissements tech. Donc ça nous a aussi bien aidé pour continuer de renforcer, d'améliorer. Alors je crois que c'était entre 25 000 et 30 000 €, j'ai plus le montant précis en tête, mais dans ces eaux-là. Donc c'est quand même une somme aussi qui nous a permis de vraiment avancer sur la vision tech du projet. Donc ça c'était un super booster. Et puis après on a eu aussi un prêt bancaire qu'on est allé solliciter pour continuer d'accélérer, parce que quand on est aussi une start-up innovante, on doit vite avancer. Donc c'est tout l'équilibre à trouver entre les moyens dont on dispose et puis le marché qui ne nous attend pas non plus qu'il faut être aussi auquel il faut être très attentif. Donc pas de love money au début, pas de business angel? Alors pas au début, non, pas de business angel. On a fait un tour de financement en 2022, là où on a eu besoin de faire un bridge, on va dire, pour reprendre un niveau, une étape d'accélération et structurer une équipe. On est resté pendant un petit moment 5 personnes et puis on a recruté nos premières personnes clés de l'équipe donc sur la partie analyse data et développement web. Au départ avec ses premiers apports, et puis après il fallait que maintenant qu'on avait fait notre preuve de marché, qu'on avait accompagné plus de clients et que ça s'accélérait, il fallait donner les moyens aussi de recruter. Donc on est passé de 5 à 15 personnes et là on a fait un tour de financement pour accompagner le déploiement de l'équipe. Et de combien là? Et donc je ne communique pas forcément sur le montant du tour de financement. Mais on était à moins d'1 million pour vraiment. Oui, mais on n'était plus à quelques dizaines de milliers d'euros, c'est ça que je veux dire. Non, voilà. On était passé, voilà, c'est ça. Ok. Et donc, et là, ça a permis de recruter quel type de personnes, justement? Alors, ça a permis de recruter, de structurer notre organisation, en fait. Donc, on a recruté, on a créé différentes activités. Donc une activité commerciale pour développer, donc avec une équipe commerciale structurée pour développer le déploiement marché, une équipe de développeurs web, puisque là on avait besoin de personnes qui travaillent sur la data. On avait besoin aussi de renforcer, parce qu'il fallait qu'on développe de plus en plus de fonctionnalités, qu'on avance plus vite, qu'on prenne aussi plus vite le retour de nos clients. Une équipe marketing produit et on va dire ce qu'on appelle customer success, qui est l'accompagnement dans le temps de nos solutions et de la relation client par rapport à la plateforme qu'on délivrait. Et donc c'était les principaux engagements pour structurer, commencer à avoir une organisation qui commence à se dessiner et puis après continuer d'aller déployer cette organisation et la renforcer. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous pitcher aujourd'hui Mixity? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Décris-nous. Mixity, c'est le leader de la mesure et du pilotage de la diversité et de l'inclusion. Donc on accompagne 150 entreprises, de la start-up
au grand groupe international dans leurs enjeux d'adresser la diversité et l'inclusion dans leur organisation, que ce soit sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, sur les origines, sur les âges, sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et donc on fournit un outil qui permet de diagnostiquer, d'évaluer sa maturité sur la diversité et l'inclusion. Donc on va sortir une sorte d'empreinte, de score de maturité sur toutes ces dimensions. Et surtout, on va aider les organisations à avoir un cadre et une méthode pour développer la diversité et l'inclusion dans leur organisation en fonction de ce qu'on identifie et de s'assurer qu'elles mettent en place les bons dispositifs, les bons accompagnements au changement pour favoriser les opportunités d'embauche des personnes qui sont peut-être sous-représentées dans les organisations et d'accompagner l'évolution de carrière de tous et de toutes avec la possibilité de s'épanouir, quel que soit son parcours, son origine, son identité, son handicap, visible ou invisible, et d'adresser des sujets qui sont quand même pas simples, qui sont difficiles à appréhender par les organisations, et où on sait que c'est très sensible, et avec ce besoin vraiment d'objectiver. Donc, on a apporté vraiment une réponse d'objectivation, d'analyse et de compréhension de ces enjeux pour agir. Et alors, quelles sont les perspectives de développement de Mixity ? Elles sont nombreuses, parce que même si on est passé de 5 à 15, on a l'impression de ne pas avancer assez vite au quotidien. Et donc, les enjeux, c'est de toujours renforcer notre modèle tech et data analyse. De plus en plus, on collecte des données, on fait des analyses, et on a besoin aussi peut-être d'être un peu plus dans la prédictibilité, donc de dire, voilà, si vous faites ça, vous allez pouvoir améliorer et de façon tangible la situation dans votre organisation. Donc tout ça nécessite d'avoir des équipes data science qui se renforcent chez nous, parce qu'on est encore petit à ce niveau-là. Il y a aussi toute la partie aussi conseil, analyste, diversité, inclusion, donc plutôt des profils experts aussi sur ces sujets qu'on a besoin de renforcer. Et puis après, toutes les stratégies aussi de déploiement en Europe de notre plateforme, parce que finalement, elle n'existe pas ailleurs, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apporter cette réponse ailleurs qu'en France, puisque cette réponse commence à bien aussi se déployer sur le territoire. Donc de belles ambitions. Voilà. Alors, l'heure tourne, donc moi j'ai deux dernières questions avant de laisser la place aux questions dans l'Assemblée. Je demande toujours des questions très très classiques. Si tu devais faire autrement, qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Alors, dans la dernière aventure entrepreneuriale, tu te dis, j'ai fait ça, mais et quelque chose qui peut intéresser et impliquer les participants et participantes qui sont porteurs et porteuses de projets ou entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Plein de choses. C'est difficile de choisir. J'aurais eu encore plus d'ambition dès le départ sur la façon de défendre le projet Mixity. Je me rends compte à quel point l'ambition porte le projet, en fait. On y met, enfin, le projet se limite à nos limites. et en fait, quand on est convaincu qu'on peut apporter une réponse et qu'on a besoin, de moyens et qu'on peut, adresser des enjeux qui sont importants, il ne faut pas se dire que oui, on n'a besoin que de ça pour commencer ça, puis après on verra, on ira là, etc. C'est vraiment finalement de se dire tout de suite comment on se donne les moyens de créer ce qu'on a envie de créer. Et voilà, personnellement en tant qu'entrepreneur, même si je progresse là-dessus, je trouve que j'aurais pu avoir beaucoup plus d'ambition dès le départ pour donner plus de moyens au projet et aller encore plus fort et encore plus vite dans ce qu'on est en mesure de délivrer. Et qu'en fait, le curseur, il se met souvent là où on le place nous et que ça détermine beaucoup de choses. Donc le déterminisme, il est aussi lié à soi, en fait. Je vois des visages qui opinent, donc je pense que ça parle aux uns, aux unes et aux autres. Et donc, maintenant, alors l'autre,
de quoi tu es le plus fière? Et avant, juste, pardon, avant, le deuxième point, c'est demander plus. Demander plus dans le sens où oser demander. On n'obtient que ce qu'on demande. Si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, et ça, c'est aussi un travail sur soi, parce qu'on n'est pas toujours, voilà, on ne se sent pas toujours légitime, on n'ose pas, on dit, ah, ça va être un peu, ça se fait pas, ou on va me dire non. Après, il faut accepter qu'on nous dise non, il faut être décomplexé par rapport à ça, mais au pire, on vous dit non, quoi. Le monde ne va pas s'écrouler parce que quelqu'un vous dit non à une question que vous avez posée. Donc ça, voilà. Ça, et dans les succès, c'est d'avoir réussi à créer une équipe qui correspond à toutes les valeurs qu'on porte. Aujourd'hui, avec Mixity, on a une équipe de personnes engagées dans le projet, une petite équipe qui est mobilisée, avec un quotidien bien challengé, parce qu'on travaille tous beaucoup. Et puis d'avoir aussi impacté des entreprises, parce que finalement, avec le projet qu'on porte, quand on parle à des interlocuteurs dans les entreprises, parfois on a des retours pas toujours faciles à entendre aussi. On nous dit oui, ce que vous adressez, c'est du domaine du privé, où je ne suis pas d'accord avec votre approche, etc. Vous êtes des wokistes. Il y a plein d'arguments. Et en fait, on voit que on sème des graines et que même si on nous dit non à un moment donné, ça fait changer des comportements des gens. Et juste une petite anecdote, il y a une personne qui était dans nos interlocuteurs à un moment donné dans une entreprise qui nous disait mais la question de LGBT, enfin la question des origines, des orientations sexuelles et d'identité de genre, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est du domaine du privé, et l'entreprise n'a rien à voir avec ces sujets-là. Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à ça? Donc, pour ce sujet-là, je ne vais pas travailler avec vous parce que vous parlez de ces questions-là, et moi, ça me dérange. Et donc, on a le droit aussi de chacun pense ce qu'il a à penser, et, voilà. Et c'est légitime aussi à entendre. Et cette personne, finalement, quelques temps après, est venue pour nous demander de faire son empreinte diversité et inclusion. Et quelques mois encore après, elle nous a envoyé un message en nous disant « mais merci pour ce que vous avez fait à titre personnel, parce que je me suis engagée sur ces questions-là, j'ai découvert énormément de choses positives, et moi-même, à titre personnel, je me suis engagée dans une association de défense des droits LGBT, je suis très content, merci, vous m'avez fait aussi comprendre des choses, et c'est super. » Donc en fait, on transforme des organisations et on transforme des humains, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien écoute, bravo, merci, je crois qu'on peut t'applaudir. La parole est à la salle. Alors, première question. Oui. La dame. Vas-y. Non, vous après moi. Alors, comment en fait Mixity gère la loi informatique et liberté, la directive RGQP? Parce que, en fait, typiquement en France, à ma connaissance, on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans les données, voilà, dans les fichiers. Oui, en France, c'est un sujet. On n'est pas parti sur le pays le plus simple sur ce sujet. Autant aux États-Unis, en Angleterre, on peut faire des choses sur tous ces sujets-là de façon plus décomplexée. Oui. En France, on a un cadre, aussi une culture républicaine, voilà, avec une vision qui est celle de la France, et à respecter aussi dans ce qu'on porte dans notre projet. Et donc, on a beaucoup travaillé avec le Défenseur des droits, avec la CNIL, avec les ministères, le ministère du Travail, sur ces sujets-là, pour voir finalement ce qu'on pouvait faire en termes de mesures sur ces questions. On s'est dit, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de on ne peut pas mesurer sur la question des origines ethniques notamment, et sur la question de l'orientation sexuelle et d'identité de genre. Et en fait, on peut mesurer, mais il faut le savoir, et il y a un cadre. Donc on s'est dit, on va vraiment creuser ce sujet-là, comprendre, parce qu'on est quand même convaincu que ce qu'on ne mesure pas ne se voit pas, et que si on ne voit pas, on ne peut pas agir. Donc à un moment donné, on voulait vraiment sortir de ce point-là, et puis se dire, on va trouver des solutions. Donc déjà, on a regardé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. On avait aussi pris un conseil juridique pour nous accompagner, spécialisé sur ces questions-là.
Et dans ce cadre-là, on a compris qu'on pouvait faire des choses. On peut, voilà, par exemple, mesurer sur l'engagement volontaire la perception, le ressenti des personnes sur ces sujets. Donc dans la déclaration et dans le ressenti, on peut collecter des données sur ces questions. Si on anonymise, on peut aussi collecter des données. Donc on a vraiment voilà, travaillé sur le cadre légal et sur comment on pouvait s'approprier ce cadre légal pour sortir des indicateurs qui ne sont pas ceux qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple, sur les origines ethniques, mais on peut quand même proposer des choses qui permettent de comprendre où on se situe pour, encore une fois, être dans une démarche de progrès, d'inclusion et se dire, oui, là, est-ce qu'on représente la société telle qu'elle est, ou est-ce qu'on se rend compte que non, il y a peut-être des sujets où on doit agir davantage et faire plus attention. Est-ce qu'on est un recruteur inclusif? Est-ce qu'on est des managers inclusifs ou pas? Selon les sujets, selon les enjeux. Donc c'est vrai qu'on a déjà des indicateurs sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, mais sur d'autres sujets, on était à zéro et il a fallu tout créer en fait. On avait une autre question? Oui. Félicitations, vous avez arrivé. Moi, avec ma société, j'ai commencé à zéro, sans associé, sans rien. J'ai trouvé, comme vous avez dit, de bonnes personnes, oui, avec qui on peut travailler. Et être honnête, honnêteté, ça se paye à ce jour-là. Je suis dans une... comment dire mieux? Cet secteur du bâtiment, il n'y en a pas beaucoup de femmes. Ici, si tu fais la place pour toi, tu as ta place. Avec honnêteté, qualité et parole. Et le temps. Parce que le temps, on paye tout le monde pour notre temps. Et dans un chantier, tu ne peux pas autrement. Je reviens à tout ce que vous avez dit. Le moment où vous étiez sur la banque et vous avez dit, vous voulez vendre. Moi, je fais la publicité. Oui, je suis au moment où je fais le travail chez toutes mes connaissances. C'est fini. Oui. Je commence par faire la publicité. Je suis allée plus de 100 agences immobilières. J'ai commencé par ça. Oui. J'ai présenté la société. J'ai appelé. Je n'ai pas eu une réponse. Si j'ai eu, c'est pour le petit chose qui est zéro. C'est quel le mot-clé que vous avez utilisé? Ça, c'est pour moi parce que je suis passée. Je sais quand ça ferme la porte. Oui. Tout le monde travaille pour l'argent maintenant. On ne dit pas on commence à zéro et je fais du prix. On ne peut pas travailler pour rien. Ça, c'est, tout le monde est d'accord. Le mot-clé où ça ouvre, comment dire, pour vendre. C'est pour vendre les produits ou pour vendre l'entreprise? Non, pour vendre le travail. Parce que ça, vous avez vendu votre travail. Je veux vendre mon travail. À mon prix. Le main-d'œuvre que je mets et la qualité, je veux arriver à ce prix-là. Comment vous avez fait? Parce que je suppose, ok, premier client, c'est premier client, on n'oublie pas. C'est toujours, c'est un petit prix, on commence par ça. Par contre, après, la dernière, votre client, il correspondra à votre prix. Comment vous allez arriver? Ça. Au début, j'entends. Au début, c'est une super question. Au début, quand on arrive, alors qu'il y a plein de concurrents et sur ce positionnement que vous avez, j'imagine qu'il y en a un pléthore et que quand on arrive à parler à un décideur dans une organisation, il faut réussir à le capter. Et en fait, c'est pas tant, je pense, de parler de tout le travail bien fait, de la qualité, etc. C'est la relation qui va s'installer humaine et unique entre qui tu es toi et cette personne-là. Et en fait, il faut que tu arrives à connecter la personne pour lui parler de ton histoire, pour lui parler enfin, échanger aussi avec cette personne-là sur ses besoins, ce qu'il attend, etc. Mais il faut créer une connexion, une relation et quelque chose qui va faire que cette personne va te retenir toi en tant que personne. En fait, il faut que tu travailles sur qui tu es toi et pourquoi on a envie de travailler avec toi en fait. C'est plus ça qui va te donner une ouverture sur des premières missions, des premiers clients, parce que tu
tu auras créé une connexion unique avec la personne en étant dans une approche d'authenticité et de capter l'attention de quelqu'un et que la personne se rappelle de toi en fait. Et si elle se rappelle de toi parce que tu as fait une différence à un moment donné et que le jour où elle a besoin d'un service, elle dit ah tiens, il y a cette personne-là, j'avais parlé avec elle, elle était voilà, ça m'a interpellée, et ben je vais regarder ce qu'elle fait en fait. Et après, bah, évidemment, si tu as tout ce qui va bien en termes de prix, d'équipe, de travail bien fait, il n'y a pas de raison que tu puisses pas être consulté pour un projet en fait. Ça veut dire j'ai besoin de travailler sur moi-même, comme je me présente, et oui, après localiser. C'est la dernière chose que je propose, oui. Voilà. Et peut-être en fait le faire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur LinkedIn. Aussi, oui. Typiquement, parce qu'en fait tu as déjà fait tout le développement classique, et justement c'est une question pour une entrepreneuse de la tech. Est-ce que LinkedIn, en se positionnant, en se faisant aider, hein, j'ai entendu qu'il y avait des spécialistes dans la salle, en se faisant aider pour construire en fait, être présent sur LinkedIn, construire un discours en tant que femme dans la rénovation, c'est ce qui est atypique, et en fait construire du storytelling sur les expériences, c'est une façon d'exposer les projets pour se faire repérer sur LinkedIn et en fait capter des clients sur LinkedIn peut-être. Dans Facebook aussi, hein, ça, pour tout ce qui est travaux, Facebook ça marche bien puisque vous vous adressez à des particuliers ou à des entreprises. Particuliers, sociétés, on travaille comme ça et comme ça. Ouais. Et voilà, il y a un groupe de brainstorming sur le conseil commercial. Mais bon, on pourra peut-être voir, parce que je vois l'heure qui tourne, on doit s'arrêter à 14h. On peut prendre une dernière question. Alors qui Une, et puis après on doit... Moi j'avais plusieurs questions. Donc alors une je vais essayer de... Voilà, donc moi je travaille dans la tech depuis longtemps, même si je suis partie à un moment dans la photographie numérique, donc j'ai Canon, mes appareils c'est des Canon. Donc moi je voulais savoir à qui vous avez présenté le projet, est-ce que vous avez présenté à des DSI, à des responsables digitaux, et savoir comment ils ont reçu ce projet-là, puisque effectivement, encore aujourd'hui, on est très peu de femmes. Alors, les grands comptes, il y a beaucoup plus de femmes dans ces services-là. Les PME sont moins bons élèves sur la question. Donc, je voudrais savoir comment vous avez été reçu par ces personnes responsables, et est-ce que vous avez vu une différence entre les grands comptes et les PME, sachant que chez Orange, je trouve moi j'ai travaillé pour Orange entre 2001 et 2004, c'était déjà des bons élèves dans la partie tech. Mes interlocuteurs, c'est plutôt des personnes des RH ou des dirigeants. On s'est dit qu'on allait directement aller parler à ceux qui peuvent dire allô. Vous n'avez pas parlé aux DSI et aux responsables? Non, parce que les DSI, eux, ils n'étaient pas forcément concernés par le besoin de pilotage de la diversité et l'inclusion. Oui. Et avec les équipes RSE aussi, on a beaucoup échangé avec les personnes en charge de la RSE dans les organisations. Comme vous partiez de la tech, d'un métier tech, vous avez constaté ce problème. Il n'y a pas la parité, 17% encore aujourd'hui, c'est pas terrible. Alors que d'autres pays ont des niveaux plus élevés, sont plus élevés que nous. Donc vous étiez parti de votre problème tech et finalement vous êtes remonté au niveau RH et direction pour présenter le problème. Oui, parce que finalement, moi j'avais une solution métier à apporter. Donc la tech n'est qu'un moyen de répondre à un problème. Donc c'était pas tant le moteur et la tech qui intéressaient que le service rendu pour une problématique qui était plus RSE et plus RH. Et le nerf de la guerre, et on va conclure là, bah, c'est le commerce et c'est le business. Parce qu'il y a l'idée, mais derrière, c'est d'aller voir celui qui va acheter, celui qui décide, d'où parfois, et nous on le voit et on le vit au quotidien, c'est quel est le décisionnaire, et puis après bah, les équipes elles le mettent en œuvre. Mais c'est vrai que quand on arrive à voir la personne qui dit oui tout de suite et qui a le budget et l'autonomie sur le budget, c'est quand même plus simple, c'est elle qu'il faut viser. Oui, en répondant à son besoin, savoir est-ce que c'est une contrainte, est-ce que c'est un besoin qu'elle a lorsqu'on s'adresse au B2B. Ça, des fois, est-ce qu'elle doit fournir des mesures et dans ces cas-là, elle va acheter parce qu'en temps pour son boulot, non. Je pense que c'est ça que tu as complètement. Et puis, un point
important, c'est effectivement les relations interpersonnelles, les réseaux sociaux. Évidemment, moi, je suis une grande amatrice et sponsor du digital, mais les relations interpersonnelles, les connexions avec les gens et parler de ce qui vous anime et de ce que vous portez vous, c'est ça qui fait aussi la différence. Et il faut s'en servir aussi parce que c'est une force qu'on a tous et toutes, on a tous et toutes quelque chose, on n'est pas là pour rien, on est pour quelque chose, et c'est de ça dont il faut parler avec aussi... Ça fait pas trop peur quand la personne est trop directe? Ça fait pas peur? Là, on a vraiment une contrainte de temps, même si voilà. Donc là, allez, on prend une dernière question. Alors. Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport à l'INPI. Vous êtes parti pitcher votre projet. Est-ce qu'avant de pitcher, vous avez enregistré vos maquettes ou quelque chose auprès de l'INPI quand vous n'avez pas finalement l'idée que vous avez portée auprès de ces entreprises et quand la façon de dire, en fait? Bon, on est allé très vite prendre conseil, effectivement, avec les équipes de l'INPI qui nous ont bien aiguillés sur ce qu'on pouvait protéger, pas protéger, etc. Donc ça, c'est important de le faire parce que c'est voilà, aussi une valeur de l'entreprise. Donc on a déposé notre nom, on n'a pas été plus loin dans notre approche à ce stade-là avec l'INPI. Mais on est très vite allé les voir pour leur demander conseil. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont là pour les entrepreneurs qui sont prêts à répondre à toutes les questions et des rendez-vous qui sont organisés. Il faut vraiment le faire dès le départ. C'est assez intéressant déjà de comprendre ce qu'on peut faire ou pas faire et à quel moment, dans quelle temporalité. Comme ça, on prévoit et puis on organise en fonction. Il nous reste à te remercier pour cette authenticité, pour ces réponses sympas. Il y aura sur la page d'Axiel, on mettra quelques photos et puis on vous taguera, comme ça vous permettra d'entrer en contact les uns les autres, les unes les autres. Et puis le prochain Midi Entrepreneur devrait avoir lieu au mois de novembre, on n'a pas encore fixé la date, mais regardez sur la page d'Axiel ou sur la website si vous êtes intéressés. Bon après-midi. Merci à vous. Merci à vous.